Très bien. Alors donc nous avons vu que sur le plan empirique, la production totale augmente, il atteint un maximum, puis il devient décroissante. Je reviens sur le graphique. La productivité moyenne également est croissante, il atteint un maximum, c'est là où il coupe la productivité marginale, et puis il devient décroissante, alors que la productivité marginale est croissante, atteint un maximum, c'est le point d'inflexion que nous allons expliquer par la suite, puis il devient décroissante, il devient nul par la suite au maximum de la productivité marginale. Alors si maintenant, si on cherche à formuler, bien formaliser de façon mathématique cette fonction de production à un facteur variable. Alors en retenant les deux facteurs de production, le travail et le capital, la fonction de production sera définie ainsi. Alors Q est égal f de t et de k. Cette fonction établit une relation entre les quantités produites du bien Q et les quantités utilisées de facteurs travail et capital. Alors dans le cadre de l'analyse de courte période, puisque nous avons donc mis de l'avant l'hypothèse de la distinction entre la courte période et la longue période, dans le cadre de cette analyse de courte période, nous allons étudier l'évolution de la production quand un seul facteur varie, l'autre, bien sûr, restant constant. Alors on sera donc face à trois fonctions de production, comme nous l'avons vu dans le cas concret, la fonction de production totale, la fonction de productivité moyenne et la fonction de productivité marginale. Alors s'il vous plaît, j'attire votre attention sur les appellations. Lorsqu'on parle de production totale, eh bien on l'appelle production totale. Lorsqu'on parle de productivité moyenne, eh bien on n'utilise pas production moyenne. C'est possible, c'est une production moyenne. Mais puisque la productivité moyenne mesure le rendement, eh bien elle est appelée productivité moyenne. Pour la productivité marginale, c'est également une autre manière de mesurer le rendement, et donc on l'appelle productivité marginale et non pas production marginale. Alors première fonction de production, c'est la production totale. Alors la fonction de production totale décrit ou bien mesure ou bien traduit l'évolution de la production en fonction de la quantité du facteur variable qui est le travail, puisque ici nous sommes en courte période. Je rappelle que c'est le travail qui varie alors que le capital est toujours maintenu constant. Et donc la production totale sera définie par cette fonction. Q est égal f de t K0, K0 ici parce que le capital est fixe, et donc en éliminant le capital parce qu'il est neutralisé puisqu'il est constant, un facteur constant n'agit pas, n'a pas d'effet sur la production, c'est plutôt le facteur variable qui a un effet sur, je dirais, la quantité produite, et donc la fonction de production devient une fonction non pas à deux variables, travail et capital, mais une fonction à une seule variable, le travail. Deuxième fonction de production, c'est la productivité moyenne. Cette productivité moyenne décrit l'évolution de la contribution moyenne du facteur variable qui est le travail à la production totale, et la productivité moyenne du travail est mesurée par le rapport production totale sur le nombre d'unités du travail. Productivité marginale, elle traduit l'évolution de la contribution de chaque unité supplémentaire du facteur travail, du facteur variable plutôt, à la production. Et donc on peut la mesurer par l'accroissement de la production totale provoquée par l'accroissement d'une unité du travail ou bien d'une unité du facteur variable qui est bien sûr le travail. Productivité marginale du travail donc qui se calcule par la formule suivante: variation de la production totale sur la variation du travail qui est égale à la production totale de la énième unité du travail moins production totale de énième moins 1 sur la énième unité du travail moins la n-1 unité du travail. Alors bien sûr, cela suppose que la variation des unités du travail est discontinue. Mais est-ce que toujours les variations sont discontinues? Le travail ici peut être mesuré en nombre d'ouvriers. Et dans ce cas, on ne peut pas diviser l'ouvrier en 2, en 3. Par contre, si le travail est mesuré en temps, on peut toujours utiliser une quantité de travail infiniment petite. On peut mesurer la quantité de travail en minutes. Un quart d'heure, 15 minutes, je dirais 10 minutes, 5 minutes et ainsi de suite. Et donc on peut supposer que le travail varie de façon continue, et dans ce cas la productivité marginale du travail devient la limite lorsque la variation du travail tend vers 0, de la variation de la production totale sur la variation du travail,
est égal à la différenciée de la production totale sur la différence du travail, et donc on aura la productivité marginale devient tout simplement la dérivée première de la fonction production. La productivité marginale, et donc, c'est la dérivée de la production totale par rapport au facteur variable, qui est le travail ici. Alors j'attire votre attention sur le fait que nous avons supposé ici, et c'est de façon générale, que c'est le travail qui varie, mais également on peut inverser cette logique en supposant que le travail est constant et que c'est le capital qui peut varier. Eh bien, c'est un deuxième scénario qui n'est pas compliqué, sauf que ici, nous avons l'habitude de considérer le capital comme étant un facteur fixe et le travail comme étant un facteur variable. Et donc, la productivité marginale sera la dérivée de la production totale de façon générale par rapport au facteur variable. Par rapport au travail, si le capital est fixe, par rapport au capital, si le travail est fixe. Alors, quelles sont les relations qui puissent exister entre les trois fonctions de production? Alors, par rapport au schéma que je viens de présenter tout à l'heure, j'avais attiré votre attention sur trois relations. Première relation, lorsque la production totale est maximale, la productivité marginale est égale à 0. Deuxième relation, lorsque la productivité moyenne est maximale, elle est égale à la productivité marginale. Troisième relation, lorsque la productivité marginale est maximale, la production totale passe par un point d'inflexion. Voilà les trois relations que nous allons découvrir et expliquer. Alors ce schéma que vous avez devant vous met en relation ces trois, met en évidence ces trois relations. Première relation de droite à gauche, lorsque la production totale est maximale, la productivité marginale est égale à 0. Deuxième relation, lorsque la productivité moyenne, la courbe en vert ici, lorsque la productivité moyenne est maximale, elle est égale à la productivité marginale. Et donc, le point d'intersection entre la productivité moyenne et la productivité marginale se situe au maximum de la productivité moyenne. Troisième relation, lorsque la productivité marginale est maximale, eh bien, la production totale passe par un point d'inflexion. Et ce point d'inflexion, c'est un point de changement de vitesse. C'est-à-dire que la production totale croît au départ avec un rythme croissant, puis par la suite, le rythme de croissance va s'affaiblir. C'est ce que nous appellerons par la suite le seuil de rendement décroissant. Alors, première relation. Lorsque la production totale atteint son maximum, la productivité marginale est égale à 0. D'un point de vue mathématique, il n'y a rien à expliquer. Une fonction est maximale si et seulement si sa dérivée première est égale à 0. Et donc, on peut démontrer cela facilement. Production totale, c'est une fonction du travail, elle est maximale si la production totale prime ou bien f' par rapport à t égale à 0. Et comme f' par rapport à t, c'est la productivité marginale, et donc on aura productivité marginale égale à 0 lorsque la production totale est maximum. Deuxième relation, peut-être c'est la relation qui nécessite, je dirais, un peu d'approfondissement sur le plan mathématique. Lorsque la productivité moyenne est maximale, elle est égale à la productivité marginale. C'est-à-dire que sur le graphique, sur le schéma, la productivité marginale et la productivité moyenne se rencontrent, se coupent au maximum de la productivité moyenne. Alors d'un point de vue mathématique, productivité moyenne est maximale si sa dérivée première est égale à 0. Toujours on retient que si y est égal à f de x, et donc y est maximal lorsque y' égale à 0, c'est la condition nécessaire. Il y a une deuxième condition, la dérivée seconde inférieure à 0, mais on n'a pas besoin de cette deuxième condition ici. Productivité moyenne est maximale si productivité moyenne prime égale à 0. Alors, à quoi est égale la productivité moyenne? C'est la production totale sur le travail. Et donc, dérivée productivité moyenne consiste à dériver production totale sur T. Et bien, on a ici la forme d'une fonction U sur V. U sur V', c'est quoi? C'est U'V moins V'U sur V au carré. Et donc, c'est production totale prime fois le travail, moins T' fois production totale, le tout sur T au carré. Alors, production totale prime, c'est la productivité marginale, et T' c'est 1. T' c'est 1, la dérivée de x c'est 1. Et donc, on aura productivité moyenne marginale du travail
fois le travail moins 1 fois production totale sur T au carré est égal à 0. Ou bien productivité marginale du travail moins, donc on va faire sauter le 1. Qu'est-ce qui reste entre parenthèses production totale? La production totale, c'est la productivité moyenne fois le travail. Pourquoi? Parce que, tout simplement, nous avons la productivité moyenne, c'est la production totale sur le travail, et donc on aura, à partir de là, la production totale, on peut l'écrire, c'est la productivité moyenne fois le travail. C est égal à A sur B, et donc A est égal à A fois C. Et donc on aura finalement productivité moyenne prime est égale à 0, c'est-à-dire productivité moyenne marginale fois le travail moins productivité moyenne fois le travail sur T au carré égale à 0. On peut simplifier par T. Si on simplifie par T, on aura productivité marginale moins productivité moyenne, le T sur T. On a simplifié par T égale à 0. C'est A sur B égale à 0. Eh bien, c'est A qui est égal à 0. Et donc, on aura productivité marginale moins productivité moyenne égale à 0. C'est le numérateur du rapport ici. Ce qui revient à dire que la productivité marginale est égale à la productivité moyenne, mais exceptionnellement au maximum de la productivité moyenne. Et donc, retenons que la productivité moyenne est maximale lorsqu'elle est égale à la productivité marginale. Et donc, la courbe de productivité moyenne coupe la courbe de productivité moyenne coupe la courbe de productivité marginale au maximum de la première, c'est-à-dire la productivité moyenne. Troisième relation, lorsque la productivité marginale atteint son maximum, eh bien, la courbe de production totale passe par un point d'inflexion. Alors, en mathématiques, le point d'inflexion, c'est un point de changement de vitesse. Nous essayerons, à la lumière de ces ET mathématiques, de comprendre quelles sont les implications sur l'évolution des rendements. Alors, nous avons, je vais appeler le schéma, voilà. Nous avons les trois fonctions de production. Production totale, avec la relation production totale moyenne et maximale, productivité marginale égale à 0. Productivité moyenne maximale est égale à productivité marginale. Productivité marginale maximale, c'est le point d'inflexion de la productivité moyenne. Alors, votre attention s'il vous plaît. À gauche du point I, la production totale est croissante. Vous l'avez remarqué. Le point d'inflexion ici, il est là. Il est situé, il est confondu, ou bien il correspond au maximum de la productivité marginale. Alors à gauche du point I, comment est la production totale? Elle est croissante. Et comment est la productivité marginale? Elle est également croissante. D'accord. Production totale est croissante, c'est-à-dire que la dérivée est positive. Production totale prime supérieure à 0. Productivité marginale est également croissante, c'est-à-dire que sa dérivée, la dérivée de la productivité marginale est positive. Ou bien, puisque la productivité marginale, c'est déjà la dérivée de la production totale, et donc, la dérivée de la productivité marginale, c'est la dérivée seconde de la production totale. Eh bien, retenons ici que production totale prime supérieure à 0, c'est la dérivée première. Production totale seconde également positive. Alors, la dérivée première indique le sens de la variation, donc c'est une augmentation. La dérivée seconde indique le taux de variation. Parce qu'il y a trois types de croissance. Il y a une croissance croissante, c'est-à-dire avec un rythme qui s'accélère de plus en plus. Une croissance constante, c'est-à-dire une croissance mais avec un même rythme. Et une croissance décroissante, c'est-à-dire que le rythme s'affaiblit de plus en plus. Et bien, puisque la production totale prime est positive, la production totale seconde est positive, eh bien, on dit que la production totale est croissante à taux croissant, à un rythme qui s'accélère. D'accord. Cela signifie quoi? Cela signifie que, sur le plan des rendements, cela signifie que les rendements du travail sont croissants. Les rendements du travail sont croissants. Alors, si je peux revenir à la diapositive précédente, nous avons le tableau, comme ça, je mettrai en évidence cette croissance croissante. Voilà. Voilà, j'y suis. Alors, le point d'inflexion correspond à quoi? Correspond à la troisième unité du travail. Productivité marginale croissante de 30 à 40 à 50. C'est le maximum. Donc, le point d'inflexion, c'est au niveau de T égale à 3. Alors, lorsque le travail augmente de 1 à 2,
de combien augmente la production totale? De 40. Et lorsque le travail augmente de 2 à 3, la production totale augmente de 50. Et donc la production totale de 1 à 3 augmente de 30, augmente de 30, puis de 40, puis de 50. C'est-à-dire que le rythme s'accélère. Le rythme de croissance s'accélère. Une fois dépassé ce seuil, la production totale toujours augmente, mais il augmente de combien? De 40, de 25, de 13, de 5 et puis de 0. C'est-à-dire que l'augmentation de la production totale se fait avec un rythme de plus en plus décroissant. Et donc à gauche du point d'inflexion, la production totale elle est croissante, c'est une croissance croissante. Pourquoi? Parce que le rythme s'accélère de plus en plus jusqu'au point d'inflexion. Et donc retenons que les rendements sont croissants de t égale à 0 jusqu'au maximum de la productivité marginale, c'est-à-dire le point d'inflexion. Alors cette croissance, elle ne va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce que après la croissance croissante, on arrive à la croissance constante. Et puis à la croissance décroissante, c'est normal. Et donc, une fois dépassé le point d'inflexion, les rendements vont s'affaiblir et vont devenir, je dirais, décroissants. D'un point de vue mathématique, à droite du point I, nous avons dépassé le point d'inflexion. Donc, c'est la partie pour laquelle la productivité marginale est décroissante. À droite du point I, production totale est toujours croissante. Et donc, on peut écrire production totale prime supérieure à 0. C'est la productivité marginale qui est positive. Il est encore positif, tout à fait, même s'il est décroissant. Cependant, la productivité marginale est décroissante. Vous l'avez remarqué, la productivité marginale est décroissante. C'est quoi alors cette décroissance? Elle est décroissante parce que sa dérivée première est inférieure à 0. Donc, productivité marginale décroissante signifie que sa dérivée première est inférieure à 0 ou bien la dérivée seconde de la production totale est négative. Alors, dérivée première positive, donc c'est une croissance. Dérivée seconde négative, c'est une croissance décroissante. Eh bien, la production totale est croissante, mais à taux décroissant, on est passé des rendements croissants au rendement décroissant. Et donc, nous retenons que le seuil des rendements décroissants correspond au point d'inflexion. Le seuil des rendements décroissants correspond au point d'inflexion de la production totale. Et ce point d'inflexion de la production totale, c'est lui-même le maximum de la productivité marginale. Et donc, nous avons sur le graphique, en se référant à l'évolution de la production totale, nous avons deux grandes phases. La phase des rendements croissants et la phase des rendements décroissants. Retenons ici que la notion de rendement renvoie à la notion de productivité marginale parce que rendement croissant, c'est tout simplement productivité marginale, bien productivité du facteur travail qui est le facteur variable, il est croissante. Et rendement décroissant, c'est tout simplement lorsque la productivité marginale est décroissante. Et donc à partir de là, nous remarquons que les rendements croissants ne sont que éphémères, c'est-à-dire ils vont finir par disparaître rapidement, ce qui fait que la tendance, c'est la décroissance des rendements du travail. C'est la raison pour laquelle on parle de loi des rendements marginaux décroissants. C'est la raison pour laquelle on parle de loi des rendements marginaux décroissants, bien de loi des rendements non proportionnels. Alors d'après le graphique, comme nous l'avons constaté, la croissance croissante, lorsque la productivité marginale est croissante jusqu'au point d'inflexion, puis la croissance décroissante, c'est-à-dire au-delà du point d'inflexion, puisque la productivité marginale devient décroissante. Donc cette croissance croissante puis décroissante de la production totale illustre la loi des rendements non proportionnels, c'est-à-dire que l'augmentation de la production totale n'est pas proportionnelle à l'augmentation du travail. Au départ, le travail augmente d'une unité, de 1 à 2 à 3, mais la production augmente de 30 à 40 et 50, c'est plus que proportionnel. Puis par la suite, le travail toujours augmente de 1, puisqu'il passe de 3 à 4 à 5 jusqu'à 8, mais la production totale n'augmente pas de la même proportion. Et donc, la production totale augmente ou bien s'accroît de façon, je dirais, non proportionnelle à l'accroissement du travail. Eh bien, cette logique, je dirais, de comportement de la production totale face au travail s'appelle la loi des rendements ou bien obéit tout simplement à la loi des rendements marginaux décroissants.
cette loi est énoncée de la façon suivante, tout comme, je dirais, la décroissance de l'utilité marginale que nous avons qualifiée au niveau du premier chapitre comme étant la première loi de Gaussen, eh bien, une illustration de cette loi de rendement décroissant que l'on peut comprendre à la lumière de la décroissance de l'utilité marginale, eh bien, si l'on accroît la quantité d'un facteur de production en combinaison avec d'autres facteurs maintenus constants, il existe un point au-delà duquel la production totale va croître, c'est-à-dire va augmenter, mais à un rythme sans cesse décroissant. C'est-à-dire que nous passons des rendements croissants vers les rendements décroissants. Cette loi, c'est une loi qui a été mise en évidence pour la première fois par les physiocrates lorsqu'ils ont essayé de comprendre l'augmentation de la production agricole, mais elle a été formalisée par la suite par les économistes néoclassiques au niveau de l'étude de la théorie de l'entreprise. Et donc le seuil de rendement décroissant, c'est-à-dire la limite, la frontière entre les rendements croissants et les rendements décroissants, se situe au maximum de la productivité marginale, c'est-à-dire au niveau du point d'inflexion. Et donc si on vous demande de déterminer le seuil de rendement décroissant, eh bien tout simplement, il vous appartient de chercher le maximum de la productivité marginale. C'est à partir de ce maximum que les rendements deviennent décroissants. Alors, tout comme les deux grandes phases que nous avons distinguées au niveau des rendements, il est possible également de distinguer 3 zones de production. Alors, pourquoi ces 3 zones de production? Alors là, n'oublions pas que l'entreprise, comme nous l'avons introduit au niveau de l'introduction à ce chapitre, l'entreprise cherche à maximiser le profit. Eh bien, si on cherche à maximiser le profit, ce n'est pas sur le marché que l'entreprise doit maximiser, mais la maximisation se fait depuis le choix du nombre d'unités du travail, du nombre du capital et du nombre d'unités du capital à mettre en œuvre. Et donc, on va se poser la question, dans quelle zone, dans quelle phase l'entreprise rationnelle doit-elle combiner le travail et le capital de façon efficiente? C'est-à-dire dans quelle zone le travail et le capital doivent être, je dirais, combinés pour que le profit soit maximum. Alors, nous allons pousser un peu l'analyse en observant l'évolution des productions totales et productivité moyenne marginale pour distinguer 3 zones et non pas deux phases, même si elles se recoupent. Alors la première zone, elle s'étend de t égale à 0 jusqu'au maximum de la productivité moyenne, et non pas marginale, jusqu'au point d'intersection. Puis la deuxième zone, c'est du maximum de la productivité moyenne jusqu'au maximum de la production totale, ou bien lorsque la productivité marginale est égale à 0. Et puis la troisième zone, c'est lorsque la production totale commence à devenir décroissante. Donc la première phase, la première zone plutôt, il regroupe, ou bien il contient toute la phase des rendements croissants et une partie des rendements décroissants. Donc la première zone, c'est la phase des rendements croissants et décroissants. Vous l'avez ici sur le graphique, la zone 1. Alors cette zone se situe entre l'origine, c'est-à-dire t égale à 0, et le maximum de la productivité moyenne. Attention à cette confusion que les étudiants généralement, je dirais, mettent pour l'interprétation de la zone. Ce n'est pas le maximum de la productivité marginale, c'est le maximum de la productivité plutôt moyenne. Alors dans cette zone, comment est la productivité marginale du travail? Eh bien, elle est croissante, puis elle est décroissante. Productivité marginale du travail, elle est croissante et elle est décroissante. Mais, connaissez de la productivité marginale du capital. Nous avons, d'après l'exemple précédent, la productivité moyenne et marginale se coupent au niveau de t égale à 4. Au niveau de t égale à 4. Mais nous avons combien de machines? Nous avons 6 machines, 6 postes de travail. Si on occupe 4, eh bien les deux, ils vont chômer. Les deux vont chômer. Alors si les deux chôment, c'est-à-dire que leur productivité marginale est négative. Et donc, dans la première zone, le travail, il est encore rare et le capital, il est sous-utilisé.
le capital il est sous-utilisé. Et lorsqu'il est sous-utilisé, c'est-à-dire qu'il est surabondant par rapport au travail, eh bien sa productivité marginale ne peut être que négative. C'est vrai, nous raisonnons en termes de productivité marginale de travail qui est variable, mais derrière le travail, il y a du capital qui est constant. Et donc la productivité marginale du travail est croissante puis décroissante, comme illustré sur le graphique, mais la productivité marginale du capital est négative, car le facteur capital est surabondant par rapport au travail. Alors lorsque le capital est surabondant par rapport au travail, c'est-à-dire que sa productivité marginale ne peut être que négative, et lorsque la productivité marginale est négative, c'est-à-dire qu'il y a sous-utilisation du facteur capital, et donc ce n'est pas une zone qui doit intéresser le producteur. La deuxième zone, c'est la phase des rendements carrément décroissants, mais positifs. Productivité marginale décroissante, mais positive, et également productivité moyenne, elle est décroissante. Alors la zone 1 commence, la zone 2 plutôt, commence là où se termine la zone 1. La zone 2 commence là où se termine la zone 1, et donc elle se situe entre le maximum de la productivité moyenne et le maximum de la production totale, la zone 2. Alors dans cette zone, la productivité marginale du travail et du capital sont décroissantes. Mais elles sont décroissantes, mais elles sont positives. C'est ce qui est important. Elles sont décroissantes, c'est tout à fait normal, mais elles sont positives. Donc les facteurs de production sont ici combinés de façon efficiente. C'est la région économique de l'entreprise. C'est-à-dire, si l'entreprise souhaite maximiser son profit, eh bien, il ne peut maximiser son profit que si elle a déjà affaibli les rendements, c'est-à-dire les facteurs, le travail et le capital. Une petite parenthèse que je vais ouvrir tout de suite, eh bien, c'est la période des préparations aux examens. Alors, est-ce que l'étudiant peut maximiser sa note sans s'affaiblir, sans donner de son mieux? Impossible. Donc, si vous n'avez pas encore atteint le point de rendement décroissant, le seuil de rendement décroissant, c'est-à-dire que vous pouvez toujours améliorer votre note, mais si vous avez fait de votre mieux pour suivre des cours, pour préparer, pour des lectures et ainsi de suite, eh bien, vous êtes déjà fatigué, eh bien, vous pouvez améliorer votre note. Eh bien, c'est le cas également pour l'entreprise. L'entreprise ne peut pas se contenter de quelques unités du travail avec beaucoup d'unités du capital comme dans la zone 1 pour espérer maximiser le profit. Le profit ne peut être maximum que si l'entreprise a déjà affaibli, d'accord, les facteurs de production, de travail et le capital. Et donc, la décroissance à la fois du rendement du travail et du capital, c'est un signe de bonne santé pour l'entreprise parce qu'il a exploité de la meilleure façon possible les facteurs de production et donc il est dans la région économique. La troisième zone, c'est la zone 3. C'est la phase des rendements négatifs carrément. Et donc la zone 3 se situe au-delà du maximum de la production totale. Alors dans cette zone, vous l'avez remarqué, la productivité marginale du travail est négative. Pourquoi? Parce que le travail est surabondant par rapport au capital et donc sa productivité marginale est négative. Donc productivité marginale du travail dans la zone 3 est négative. Pourquoi? Parce que le travail est surabondant par rapport au capital. Et donc, pour résumer, par rapport à ces trois zones, les zones 1 et 2 correspondent à une utilisation inefficace des facteurs de production et le producteur rationnel qui cherche à maximiser le profit doit tout simplement éviter ces deux zones. Et bien, quelle est la zone optimale pour l'entreprise? Eh bien, c'est la zone 2. C'est la raison pour laquelle la zone 2, elle est appelée la région économique du producteur. C'est là où le producteur peut maximiser son profit. Les rendements sont décroissants, certes, mais ils sont quand même négatifs. Je vous rappelle qu'un étudiant ne peut maximiser sa note que si il s'est déjà affaibli par le travail, par les préparations, etc. Alors, ce n'est que donc une analyse de courte période où nous avons supposé que les facteurs de production ne varient pas à la fois. C'est uniquement le travail qui varie alors que le capital est fixe. Nous avons vu comment se comporte la production totale, comment se comporte la productivité marginale, comment se comporte la productivité moyenne. Nous avons dit que les rendements sont mesurés essentiellement par la productivité marginale du travail. Et donc, nous avons découvert tout au long de ce premier paragraphe et du deuxième paragraphe les hypothèses qui nous ont permis d'avancer dans l'analyse
Et nous avons découvert également un certain nombre d'outils de lois, la loi du rendement marginal décroissant essentiellement, les deux phases liées au rendement, le rendement croissant et le rendement décroissant, mais surtout les 3 zones de production. Et nous avons conclu que la zone économique du producteur, c'est-à-dire là où il peut combiner le travail et le capital de façon efficiente et donc pour prétendre à la maximisation du profit, c'est la zone numéro 2. Donc avec ces éléments d'analyse, nous sommes à terme de la fonction de production de courte période. Nous verrons dans la prochaine séance, Inch'Allah, le comportement de la fonction de production en longue période lorsque nous supposons que le travail et le capital varieront à la fois. Je vous souhaite donc une bonne, journée et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, la séance prochaine et merci.